Bonsoir à tous et bienvenue pour ceux qui sont présents à notre nouvelle malterie. La malterie, c'est l'endroit où se produisent des rencontres, en tout cas c'est notre souhait, entre nos clients, nos indépendants. On va essayer de le favoriser encore plus dans nos nouveaux locaux et pour ceux qui sont à distance, on serait ravis de vous accueillir pour visiter nos nouveaux bureaux, que vous soyez consultant ou client. Alors Malte, vous nous connaissez sans doute pour la plupart, on est une marketplace qui connecte les indépendants et les clients. Et on a aujourd'hui plus de 700 000 indépendants qui sont inscrits sur notre plateforme. Et spécifiquement dans le monde de l'IT, de la data, le monde de la tech au sens large qui nous intéresse un peu plus ce soir, vous êtes, pour ceux qui sont des consultants indépendants, plus de 400 000 aujourd'hui inscrits sur la plateforme. Et si je vous parle de ce chiffre, c'est bien parce qu'on va parler de data, on va parler de tendance, on va parler de ce qu'on observe nous aussi sur la plateforme. Et c'est ce qu'on va essayer, en tout cas pour la prise de parole de Malte, de vous restituer. Il y a peut-être un chiffre que je voudrais vous partager qui est assez emblématique justement de ce qu'on observe. Sur Malte en 2023, il y a eu 1,2 million de requêtes, donc de recherches de profils dans le monde de l'IT et de la data. Et c'est bien ce chiffre-là que Charles Desbro, qui est avec nous, qui est économiste chez Malte, a décortiqué depuis plusieurs mois et qu'on va essayer de vous restituer avec Anaïs Gelfi, qui est la Head of Data Platform et qui va vous partager quelques slides pour vous en dire un peu plus. Et puis dans une deuxième partie, et en collaboration avec l'IMA, Emmanuel Verger, qui est avec nous aussi, va animer une table ronde autour des tendances. Alors, la data qu'on a à côté Malte, elle nous donne une vision à court terme. Elle nous dit ce qui s'est passé évidemment dans les dernières années, et puis elle nous permet de projeter sur les 2 prochaines années les principales tendances. Et on est ravis de travailler un peu plus et de plus en plus avec l'IMA, puisque l'IMA nous permet de voir encore plus loin, au-delà de ce que la data très quantitative nous permet de projeter, avec un regard d'expert, puisque l'IMA fédère plus de 8000 décideurs dans le monde du numérique, dans le monde de la data, de l'innovation. Et je pense que vous êtes, l'IMA, à la pointe de ce qu'aujourd'hui on sait mesurer, on sait observer sur le marché. Et donc, notre collaboration et notre partenariat nous permet, je pense, d'avoir à la fois la puissance de la data de Malte et puis l'expertise qui nous permet de voir un peu plus loin sur le plan qualitatif. Et donc, cette seconde partie, on va la faire plutôt sur un format table ronde en réunissant des experts que je laisserai le soin à Emmanuel de présenter. Voilà, pendant cette session, vous allez avoir la possibilité de poser des questions, donc n'hésitez pas si vous voulez le faire en ligne ou ici. On a prévu du temps pour ça. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Anaïs pour la restitution du côté de Malte. Merci Reda pour l'introduction. Alors en tant que data, je suis ravie de vous faire cette présentation aujourd'hui parce qu'évidemment, on va parler de data, mais aussi c'est toutes les données qu'on a chez Malte et la richesse de la plateforme qui nous permet de faire cette présentation aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si il y a 10 ans, donc c'était l'anniversaire de Malte l'année dernière. Et Malte, ça s'est créé sur une communauté de tech. Donc l'ADN de Malte, c'est vraiment la tech. Et c'est quelque chose qui s'est développé de plus en plus fort ces 10 dernières années. Et si on regarde les chiffres de 2023, 26% des projets sur Malte sont des projets tech. Et ça représente une croissance de 80% par rapport à 2022. Donc la tech, c'est vraiment l'ADN et notre cœur d'expertise. Je pense que Reda partageait les chiffres. On a plus de 700 000 freelancers sur la plateforme, plus d'1 million de recherches en 2023. Et donc, c'est toutes ces données-là qu'on a analysées, qui est vraiment notre vivier, pour vous restituer la présentation d'aujourd'hui, qui va être faite en 2 étapes. La première, c'est vraiment le Technological Quadrant, qui va donner les tendances technologiques. Et ensuite, on a vraiment pris le temps d'analyser l'offre et la demande sur 4 catégories tech, qui sont le cloud engineering, la cybersécurité, la data et la Gen AI. On a choisi ces 4 catégories parce que soit elles sont en croissance très forte, ou soit c'est les plus importantes sur notre plateforme. Alors, on va commencer par le Technological Quadrant. Donc, je disais, plus d'1 million de recherches en 2023. On a analysé les données sous 2 aspects. Le premier qui est la partie volume, donc qui va vraiment nous donner la traction et la demande autour de la technologie. Ensuite, on va retrouver la croissance. Donc on regarde donc le mot-clé technologique, quelle est sa croissance par rapport à 2022, qui va vraiment nous indiquer si la technologie est en croissance ou pas.
Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les technologies, mais on va commencer en bas à gauche du graphique. Ce qu'on remarque, donc on a fait 3 catégories. Technologie en perte de vitesse, technologie stable et technologie en demande. Sur la partie perte de vitesse, on identifie donc des technologies comme Scala, encore Hadoop, Cassandra, Objective-C. Donc ça, c'est vraiment les technologies qui ont été en demande un peu plus faible sur 2023. Ensuite, sur la partie technologie stable, si on regarde ce qui se passe côté cloud, on va retrouver Kubernetes, donc qui est une technologie qui se base sur la partie container et qui permet de développer des applications scalables dans le cloud, qui est en croissance. On va également retrouver le cloud de Microsoft qui est Azure. Et ensuite, sur la partie technologie en demande, si on reste côté cloud, on a une croissance forte d'AWS et de Google Cloud. Et côté développement web, on retrouve JavaScript et le framework React qui sont en croissance forte et qui assoient vraiment la position de JavaScript sur la partie développement web. Donc Stack Quadrant, donc vous inquiétez pas, vous aurez les slides, vous pourrez regarder en détail. Il nous donne vraiment les croissances technologiques. Donc c'est vraiment une bonne base par rapport aux données de recherche de Malte pour comprendre où se positionnent les technologies en 2023. Donc comme je l'avais indiqué, on a été un peu plus loin sur les analyses en regardant notamment l'offre et la demande. Je vais vous partager ça. On va commencer par la partie ingénieur cloud. Donc je pense que tous les gens qui sont ici savent de quoi on parle. Le cloud, c'est quand même devenu une pièce critique de tous les systèmes d'information à toute taille d'entreprise. Donc évidemment, on a une demande qui est très forte de nos clients. Sur la partie demande, donc on a regardé en 2023, on s'est intéressé au cloud provider dans un premier temps, donc la partie droite de la présentation. On retrouve en numéro 1 dans les demandes clients AWS, suivi de près par Azure, donc le cloud de Microsoft, et en 3 Google Cloud. Concernant la demande, on est vraiment sur une augmentation très forte, puisque c'est plus 48% de recherche en 2023 par rapport à 2022. Et les compétences les plus recherchées, on trouve Kubernetes, Terraform et Python. Donc, ce qui est intéressant sur cette partie, c'est qu'on a des clients qui cherchent des ingénieurs qui maîtrisent évidemment leurs solutions de cloud, plus des technologies qui vont permettre de configurer, automatiser le déploiement des infrastructures dans le cloud, comme Kubernetes et Terraform. Et ces compétences-là, en fait, on les demande, peu importe le cloud qui est concerné. Donc, c'est vraiment des compétences transverses qui sont de plus en plus recherchées par nos clients. Maintenant, on s'est intéressé à l'offre. Donc, l'offre, ça va être les freelancers inscrits sur la plateforme sur la partie cloud. Donc, l'offre est en croissance forte. On a une communauté qui grandit de 57% en 2023. Si vous regardez le graphique, donc on voit que depuis 2020, on est en croissance presque exponentielle. Et on retrouve, donc la majorité de nos freelancers maîtrisent Azure en numéro 1. On retrouve AWS en 2 et Google Cloud en 3. Alors, on a mis Kubernetes sur le graphe. Vous pouvez vous dire que ce n'est pas une solution de cloud. Mais ce qu'on observe, c'est que nos freelancers cross-cloud, ils maîtrisent presque tous Kubernetes. Donc, c'est vraiment une technologie cross-cloud qui s'impose de plus en plus. Et ça rejoint ce que je vous ai partagé juste avant sur la partie demande. En regardant la communauté de plus près, donc on a un taux journalier moyen de 773 € pour ces profils, ce qui est un taux journalier moyen élevé sur Malte. Et 68% de ces freelancers sont des experts, donc plus de 7 ans d'expérience, qui encore une fois est un taux d'experts assez élevé sur Malte. Donc pour clôturer sur la partie cloud, évidemment une demande très forte de nos clients, de plus en plus, comme vous le voyez sur le graphique, de freelancers spécialisés. Ce qui ressort de nos analyses, c'est vraiment des technologies comme Kubernetes et Terraform qui s'imposent cross-cloud et des clients qui sont de plus en plus multi-cloud. Azure, et maintenant, on a vraiment beaucoup d'entreprises qui font du cross-cloud, qui cherchent des freelances qui maîtrisent plusieurs clouds. Et pareil, sur nos freelances, ils maîtrisent en général 2 solutions de cloud computing. Donc, qui dit cloud, dit cybersécurité, évidemment. Plus on va dans le cloud, plus on s'expose, plus on a d'enjeux de cybersécurité. Donc, c'est vraiment un focus qu'on va faire sur la partie cybersécurité, qui est aussi un enjeu très critique pour tous nos clients. Alors, nos clients, donc sur la partie demande, qu'est-ce qu'ils ont recherché en 2023 ? Donc, les mots-clés les plus recherchés,
on trouve pen test, donc c'est des profils qui sont en capacité de faire des tests de pénétration pour détecter les failles et avoir des plans de rémédiation. En deuxième, on a ISO 27001, donc qui est la norme la plus connue qui régit la sécurité des systèmes d'information. Donc une forte demande de nos clients sur cette norme. Et en 3, on retrouve l'Active Directory, donc qui est très lié à Microsoft. C'est des clients qui cherchent à sécuriser, gouverner mieux leur Active Directory. Concernant les recherches, donc on a aussi une croissance qu'on observe, plus 26% de recherche d'experts en cybersécurité en 2023 par rapport à 2022, avec les métiers les plus recherchés qui sont les pen testers, donc qui vient asseoir la partie keyword, du SOC, donc tout ce qui est sécurité, ou encore des RSSI. Et on s'est posé la question sur les outils. Quels sont les outils qui sont le plus demandés en termes de compétences? Et on a remarqué que c'est vraiment Splunk sur 2023 qui domine, avec une croissance de 115%, ce qui est assez énorme pour une demande et une croissance. Donc, comme j'avais fait avant, on va passer à la partie offre. On va regarder les freelancers sur la partie cybersécurité, donc notre communauté sur Malte. Pareil, une croissance très forte, plus 83% en 2023. Sur le graphe, on est presque sur une croissance exponentielle. On a 50% de ces freelances qui sont des experts, plus de 7 ans d'expérience et un taux journalier moyen de 720 €. Ce qui est intéressant sur notre communauté en cybersécurité, c'est qu'on a des profils pentester, SOC, qui ont des casquettes assez différentes. Donc on a beaucoup de formations qui connaissent en plus la norme 27001 et ce qui leur permet vraiment, au-delà de leurs compétences techniques, d'amener et d'apporter d'autres compétences à nos clients, comme par exemple la formation qui est beaucoup demandée. On a aussi plus de 100% de freelancers qui sont capables de faire des formations en cybersécurité. Donc pour conclure sur la partie cybersécurité, une demande et une offre en croissance, des enjeux de pen testing chez nos clients et des experts qui sont de plus en plus compétents et qui viennent rajouter des compétences à leur profil. Alors, je vous disais juste avant que la cybersécurité, ça a été tracté par le cloud engineering, mais aussi par rapport aux enjeux de sécurisation des données sensibles et confidentielles. Donc, sans transition, le chapitre data, que j'apprécie tout particulièrement. La data, on est en croissance, c'est un boom, on est en croissance très forte. Je ne sais pas, je pense que tous les gens dans la salle ont entendu parler de data, ont commencé des projets data. Donc, on a des clients qui faisaient des pilotes il y a quelques années et qui industrialisent tous ces projets-là aujourd'hui. Il y a vraiment des enjeux très forts sur la partie data. Donc, quand on parle data, en termes de demande, on va regarder 3 profils. Les data engineers, les data scientists et les data analysts. Donc, si on regarde la demande de nos clients en 2023, on remarque qu'on a plus 37% de demande sur les data engineers, plus 22% sur les data analysts et une croissance stable sur les data scientists. Parce qu'ils nous interrogent. L'hypothèse derrière cette croissance stable, il y en a 2. La première, c'est que nos clients recrutaient beaucoup de data scientists au début parce qu'ils commençaient les projets data en data science. Maintenant, ils souhaitent industrialiser, donc ils ont besoin de plus de profils de data engineer. Et la deuxième, c'est la verticalisation des compétences. Je vous en parle. Par profil, on a vraiment été regarder quelles sont les technologies les plus recherchées par nos clients. En data engineer, ce qu'on a observé en 2023, c'est une croissance très forte de Snowflake, donc un éditeur de logiciels sur la partie data warehouse. On a plus 84% de demande en croissance. Data analyst, c'est Power BI, ce qui vient vraiment asseoir le positionnement de Microsoft sur la partie data viz, qui est loin devant tous les autres éditeurs en termes de recherche sur Malte. Côté data science, pas de technologie qui émerge plus que ça, mais des compétences techniques recherchées. Donc le NLP, Natural Language Processing, et LLM, Large Language Model, plus 74%, ce qui est assez énorme. Et ensuite, on retrouve la partie Computer Vision. Maintenant, nos freelancers et la communauté data, je vais vous partager à quoi ressemble la partie offre. Donc on a, pareil, une offre qui est en croissance très forte, plus 70% de data analyst en 2023, plus 58% de data engineer et plus 30% de la courbe. Ce qu'on observe, c'est qu'on a beaucoup plus de profils data analyst,
Ensuite, on va retrouver les data engineers. Et en dernier, les data scientists. Sur les taux journaliers moyens, les data engineers en moyenne à 621, 559 pour les data scientists et 506 pour les data analysts. Alors, ce qui est intéressant sur la partie off data, c'est qu'en 2023, on a des métiers qui ont émergé. Donc, on a des sociétés à grande échelle qui font des projets de transformation, qui veulent les déployer, et ils vont avoir besoin de profils un peu plus métiers. Donc, on retrouve une croissance forte sur les product owners et les product managers data, plus 110%. Donc, c'est vraiment ces profils qui vont venir cadrer les solutions data. Data gouvernance et gestion, plus 41%. Donc, ça va être les profils de data steward, donc les experts en data côté métier, ou encore les experts en master data, qui vont pouvoir structurer comment on vient structurer la master data dans l'entreprise, plus 41%. Et 2023, c'est l'année où on observe la verticalisation des compétences techniques et des profils techniques, puisqu'on a les data architectes, plus 99%. Donc, c'est tous ces architectes spécialisés en data qui vont pouvoir venir structurer la partie technique. Et ensuite, côté data science, si on veut industrialiser, passer à l'échelle, on a ce profil de MLOps et ML Engineer, plus 77%, qui devient un incontournable pour pouvoir industrialiser. Et pour revenir à ma croissance d'avant, ça explique pourquoi les data scientists on recherche le même nombre que l'année d'avant, parce qu'on vient chercher pour industrialiser des profils de ML. Donc la partie data, sans surprise, croissance assez impressionnante. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment l'émergence de ces nouveaux métiers qui ne sont pas forcément tech, mais qui peuvent être métiers complètement en connaissance de cause des projets data, qui savent structurer, et l'apparition de nouveaux profils techniques comme le MLOps ou le ML Engineer. Donc ce qu'on anticipe chez Malte, affaire à suivre, il faudra venir l'année prochaine, c'est qu'on va avoir de plus en plus de métiers qui vont apparaître. Parce que forcément, la data, ça devient de plus en plus large. Et je pense que vous n'avez pas échappé à tout ce qui est Gen AI. Donc, on anticipe vraiment des nouveaux métiers qui vont apparaître. C'était difficile de faire cette présentation sur les métiers tech de demain sans vous parler de Gen AI. Gen AI, donc ça explose fin 2022. Je pense que vous avez tous joué avec ChatGPT. Depuis, on a fait un long chemin. On a des technos qui apparaissent tous les jours. Et donc, du coup, on a voulu prendre le temps de regarder ce qui s'est passé en 2023, sur l'offre et la demande, et de vous le partager aujourd'hui. Côté demande. Donc, évolution, plus 250%. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je ne vais pas vous commenter plus que ça le chiffre. Ce qui est intéressant, les projets tech et data, mais pas que. On a des clients qui viennent chercher des profils consultants, creative design ou encore marketing qui maîtrisent ces nouvelles technologies. Donc, sur les compétences les plus cherchées en 2023, on retrouve évidemment ChatGPT. En deuxième, NLP, donc qui est plutôt une compétence technique qu'on va attendre chez des profils data. Et en dernier, on a Midjourney, je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc, c'est une solution de Gen AI qui permet de générer des images, qui va plutôt être sur la partie creative design. La question qu'on s'est posée, c'est OK, Gen AI, ça améliore l'efficacité, ça change nos façons de travailler. Est-ce que concrètement, ça impacte la demande sur Malte? On pourrait se dire qu'on a de la demande qui est en décroissance sur certains profils parce que la Gen AI permet d'aller plus vite avec moins de ressources. Bon, la réponse sur 2023, c'est non. On n'a pas d'impact sur la demande des jobs associés. On a plutôt des clients qui viennent chercher des profils qui maîtrisent ces compétences, mais on ne vient pas remplacer une demande, en tout cas en 2023. Maintenant, sur l'offre, notre communauté de freelancers qui maîtrisent les solutions de Gen AI. Donc, ce qu'on a observé, c'est que notre communauté s'est vraiment formée sur Malte. On a plus 120% de profils qui ont indiqué maîtriser des solutions de Gen AI. Ces profils sont majoritairement des techs et des profils data, que de la tech et la data, même si c'est majoritaire. On a 10% de profils qui sont marketing et communication, qui indiquent maîtriser ces solutions, des consultants et des profils qui maîtrisent la partie creative design.
Les mots-clés principaux, donc on va retrouver évidemment des compétences techniques comme NLP ou PyTorch qui sont très data. ChatGPT 19%. Et on trouve Midjourney à 5% qu'on peut lier fortement à nos profils en creative design. Donc Gen AI, sans surprise, explosion sur 2023. Et ce qui est intéressant de voir côté freelancer, c'est que les premiers impactés qui vraiment se mettent à la Gen AI sont la partie creative design, marketing et consultant. Donc ce qu'on anticipe dans les prochaines années, c'est que la Gen AI impacte de plus en plus de métiers différents. Donc affaire à suivre, il faudra encore une fois revenir à nos prochains tech trends. Et on anticipe l'émergence de nouveaux métiers. J'en parlais juste avant sur la partie data. Mais on va avoir besoin de professionnels qui maîtrisent ces solutions pour aller industrialiser les projets. Donc affaire à suivre, les choses vont vite. Et c'est la fin de la partie partage. On a 10 minutes de Q&A. Vous pouvez vous poser vos questions. Il faut juste lever la main. Et vous pouvez également les poser en ligne. Moi, j'en ai juste une à te transmettre sur la partie en ligne. Enfin, en l'occurrence, des questions qu'on nous avait transmises même avant la session. C'était sur la partie justement data. Je lis, de plus en plus de métiers vont apparaître dans la data. Quelles sont vos prévisions sur ces futurs métiers? Alors, ça va être mes propres prévisions parce qu'on a analysé les données du passé, évidemment. On va avoir de plus en plus de demandes sur la partie MLOps, ML Engineer, pour industrialiser les projets de data science. Pourquoi pas demain avoir des profils qui sont spécialisés en écriture de contenu? Parce que quand on déploie des LLM ou des chatbots, on a besoin vraiment d'avoir des contenus qui sont parfaitement structurés pour avoir des assistants performants. Donc pourquoi pas avoir des profils qui vont émerger sur la partie knowledge? Ça, c'est un autre point. Et ensuite, j'imagine qu'on va se spécialiser. On aura sûrement des LLM spécialistes demain ou encore des spécialistes en IA plus généralistes. Il y a des questions dans la salle, sinon j'en ai une autre en ligne. Mais... Alors, je pose la deuxième. En quoi consiste une compétence ChatGPT ou Midjourney? Est-ce que c'est savoir dialoguer avec l'IA en utilisant les bons mots-clés et la bonne structure de questions? Alors, je pense qu'il faudrait demander à un freelancer qui a indiqué de maîtriser ChatGPT ce qu'il en pense. C'est difficile à dire parce que c'est les freelancers qui vont indiquer leurs compétences. Mais j'imagine que sur un profil de consultant, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec l'outil pour dialoguer. Et pareil sur Midjourney. Je pense que c'est des gens qui commencent à masteriser comment on parle au bot pour en ressortir le plus de valeur. Voilà. Après, il faudra aller voir avec nos freelancers, mais j'imagine que c'est ce type de compétences qu'ils vont avoir. On va se passer la parole. Est-ce que vous avez des demandes pour Copilot? Alors, sûrement. Oui, j'imagine, mais on ne les a pas fait ressortir des analyses, donc ce qui veut dire que la demande est très faible, en tout cas en 2023. Oui, bonsoir. Gérard Reyes de l'école d'ingénieurs ECE, École centrale d'électronique. Moi, j'ai une question, c'est comment ils se forment, ces différents experts que vous avez chez Malte? Est-ce que vous avez des informations? Comment ils montent en compétences? C'est bien, ils fournissent la compétence, mais comment ils arrivent à monter en compétences? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse derrière ça. Bon, la première réponse qui est facile à donner, évidemment, c'est l'expérience. Voilà, ça on ne va pas venir pallier l'expérience. Des gens qui font beaucoup de missions, ils apprennent beaucoup. Et deuxièmement, ça va être la partie certification. Donc, il y a quand même beaucoup de certifications qui sont sorties sur le marché. Vous regardez GCP, ils ont une tonne de certifications, aussi bien sur la partie data engineer qu'IA. Donc, il y a tout ça. Et les freelancers, quand ils s'inscrivent sur Malte, ils peuvent indiquer les certifications qu'ils ont passées. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir sur les profils. Donc on va avoir des certifications assez avancées sur GCP, AWS notamment, ou encore des certifications que vous pouvez trouver sur Stanford. Alors, ma question complémentaire, c'est les certifications professionnelles sont importantes pour les clients. Voilà, ils regardent plus les certifications et les projets sur lesquels ils ont travaillé. C'est une très bonne question. Il faudra demander à des clients. Mais en tout cas, non, la réponse que je peux vous donner, c'est que pour avoir été cliente avant, les certifications, ça apparaît sur le profil Malte et je pense que ça vient vraiment asseoir la crédibilité du freelancer. En plus, il y a des ratings, il y a un système vraiment de rating où on fait des missions sur Malte. Donc ça, c'est les deux choses que je pense un client vient regarder, les commentaires, les ratings et aussi la partie certification qui assure que le freelancer maîtrise et a passé la certification.
Alors, l'autre question, c'était constatez-vous les mêmes tendances concernant les métiers consulting au prisme de l'IA, process manager, transfo des entreprises, change? Alors, c'est difficile de mettre les deux dans le même panier aujourd'hui, hein. Nous, on a vraiment fait les analyses des tech trends sur les métiers tech. Donc, c'est-à-dire que tous les consultants, ils ne sont pas vraiment intégrés dans ces analyses-là, sauf sur la dernière partie de GenAI. Par contre, c'est une bonne remarque, parce que je pense que l'année prochaine, on trouvera sûrement des nouveaux profils qui vont être axés transformation IA dans nos analyses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des verticales qui ont émergé fortement pour qu'on puisse les intégrer. Moi, j'avais plutôt une question. Est-ce que du coup, vous allez avoir un rapport un peu plus complet en fait des informations que vous nous avez partagées aujourd'hui? Par exemple, sur chacune des sections, on a eu un peu un exact summary avec les informations principales. Mais est-ce qu'il y aura quelque chose, un livre ou autre qui va sortir sur les différentes rubriques pour voir l'analyse peut-être un peu plus poussée sur l'année 2023 et sur les tendances 2024? Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Julie, tu fais des gros yeux, sauf si tu veux prendre la question. Mais donc, tout ce qu'on a partagé ce soir, ça va vous être envoyé. Et on a un rapport qui va sortir, je pense, dans 6 mois, peut-être un peu moins. Je n'ai pas envie de mettre la pression aux équipes. Mais il y a un rapport qui va sortir, en tout cas bientôt, un peu plus large que la tech. Parce qu'on évidemment, on ne fait pas que de la tech chez Malte, qui va sortir un peu plus détaillé. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Non? Eh ben, on peut passer à la table ronde alors. Du coup, prochaine session, je vais passer la main à Emmanuel Berger de Lima pour vous introduire la table ronde. On y est là? C'est bon? Ok, oui, ça marche. Très bien. Bonsoir. Donc, on vient de voir avec Anaïs que de plus en plus de talents, dans leurs compétences dans l'IA générative. Et côté entreprise, côté administration, la demande explose. Donc, comment ça va dessiner un petit peu les métiers de demain, les métiers de la tech de demain? Et surtout, à quoi va ressembler le collaborateur du futur? Donc, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 experts ce soir. Donc, Thierry Reyna. Alors, attendez, je vais essayer de bien lire mes notes, comme ça je ne ferai pas de bêtises sur vos titres. Donc, Thierry Reyna, professeur de l'école polytechnique et chercheur au CNRS ICUBE pour Institut interdisciplinaire de l'innovation. Ça. Puis, nous avons André-Louis Rochet, qui est donc référent IA générative à Lima, professeur associé à PSTB Paris, École d'informatique et de commerce, et ECE Paris, École d'ingénierie numérique. Et enfin, nous avons Yann Barthélémy, responsable adjoint de département SI, groupe Société Générale, et président de Lima. Tout à fait. On me souffle. Donc, lors de la prochaine demi-heure, je vais vous poser 4-5 questions, messieurs, de ce que vous observez aujourd'hui sur les métiers et de ce que vous voyez arriver dans les années qui arrivent. Donc. Puis nous prendrons quelques questions dans la salle et en ligne. Allons-y, commençons. Donc première question, là c'est pour vous 3, messieurs. Comment l'IA générative se développe dans vos organisations ou celles que vous conseillez? Qui veut commencer? Je peux commencer. En fait, de toute façon, pour les réponses que je vais donner, c'est à la fois de mon expérience personnelle à la Société Générale, mais aussi grâce à Lima. Donc Lima, c'est l'association de l'innovation pour plus d'une centaine de grandes entreprises d'administration française. Donc c'est pour ça que je vous donnerai des fois des perspectives qui sont liées aussi aux autres adhérents de l'association. Donc en fait, aujourd'hui, c'est assez simple. Plus l'entreprise est grande, moins l'IAGN se développe aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un décalage entre une frilosité assez importante des grandes entreprises sur l'IAGN, encore aujourd'hui, mais après un an, essentiellement pour des problématiques, enfin les 2 grosses problématiques, c'est-à-dire la fiabilité et la confidentialité des informations, c'est les 2 gros freins aujourd'hui. Et donc, il y a une opposition entre cette frilosité des entreprises et puis l'attente des collaborateurs qui ont accès à ces outils dans leur vie personnelle et qui voudraient pouvoir
pouvoir les utiliser. C'est pour ça que dans la plupart des grands groupes, la première chose qu'on a fait, c'est de bloquer ChatGPT. En particulier, ceux qui ont la plus grosse attente, c'est les développeurs. Et ce serait le premier public, parce que déjà, Diagen fonctionne bien sur le code, parce que c'est une grammaire préfixe, et il y a beaucoup d'exemples dans le net, donc les résultats sont très bons. Et en plus, les développeurs ont l'habitude déjà de s'inspirer de l'extérieur. Copier n'est pas volé quand on est développeur. Donc voilà, entre piquer sur Stack Overflow et demander à ChatGPT, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Globalement, tous les grands groupes, ils ont 3 grandes catégories d'usage qui sont, on va dire, en mode MVP, MVP limité. C'est tout ce qui est autour de la recherche documentaire avancée. On a tous des gros corpus documentaires. Donc, quand on dit recherche documentaire avancée, c'est trouver le bon document, pouvoir synthétiser à la volée certains contenus à partir d'un corpus documentaire normatif. Habituellement, c'est ça. Tout ce qui est lié d'ailleurs au résumé synthèse de documents. Et enfin, tout ce qui est chatbot++. Et tout ça, aujourd'hui, dans la grande majorité, uniquement pour des utilisateurs internes. Et donc, très peu de liens directs entre des chatbots ou des choses en GenAI et un client direct. Pas encore aujourd'hui. Merci André-Louis. Oui, alors effectivement, je suis d'accord, et je voudrais aussi rajouter sur le fait qu'en 2023, il y a eu énormément d'expérimentations, et c'est vrai que toutes n'ont pas été satisfaisantes. Certaines organisations ont pris des solutions sur étagère, et effectivement, le résultat, on va dire, en termes de performance, n'était pas nécessairement à la hauteur des attentes. Mais il y a quand même une tendance assez récente qu'on voit émerger, et c'est grâce à l'open source. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les modèles commerciaux les plus performants, c'est de l'OpenIA, c'est du GPT-4, et ça, c'est pas autorisé par toutes les entreprises en France pour des questions de souveraineté. Depuis quelques mois, voire quelques semaines, on commence à avoir des modèles open source qui sont tout aussi performants qu'un GPT-4. On a très récemment un leak de Mistral, d'un early Mistral qui s'appelle MiQ, qui a été fine-tuné, regardez, sur Hugging Face, s'appelle ThanQ70B, et qui, sur les meilleurs benchmarks, en fait, est au top 3 en fait, des meilleurs modèles d'IA générative. Et ça, qu'est-ce que ça change? En fait, ça rend possible en fait, certains use cases qui avant n'étaient pas possibles parce qu'on devait utiliser en fait du closed source pour pouvoir les mettre en place. Donc c'est très récent, ça a vraiment quelques semaines voire quelques jours, mais la tendance en fait qu'on va voir, c'est probablement et c'est ce qu'on voit déjà avec de plus en plus de contributions sur des sites comme Hugging Face, une augmentation en fait de la prise en considération de ces modèles open source. Le deuxième facteur aussi qu'on constate, c'est il y a clairement une volonté des organisations de former les collaborateurs aux outils en interne. Et ça, déjà, on voit qu'il y a une certaine inégalité face à ces outils. Alors, ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes développeur que vous saurez mieux utiliser ou mieux maîtriser ces outils. Au contraire, parfois, on voit des personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec ces domaines-là les maîtriser. Et donc, ça, c'est aussi une tendance intéressante à suivre et à voir comment les organisations pourront les gérer. De mon côté, c'est vrai que je vois pas mal d'entreprises en ce moment. Alors, pas trop au niveau des DSI, en fait, c'est plutôt les autres services, les ressources humaines, la finance, etc., qui me demandent de venir un peu paniquer. On voit que la confusion, elle existe, que du coup, ça freine les choses. Mais je pense que c'est beaucoup lié à une dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on vend aux organisations du rêve. Et quand elles ont le malheur d'essayer, elles se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Et ce rêve qu'on leur vend, c'est qu'on parle d'IA générative, qui est une utilisation de l'IA qui permet de générer du texte ou du contenu. Mais il n'empêche que tous les use cases, ou presque, qu'on leur promet, c'est des use cases d'IA discriminative. Donc pour être très clair, le NLP, ce n'est pas de l'IA générative. On est sur un corpus de texte, on va essayer de tirer des mots-clés. C'est de l'IA discriminative. Et donc, c'est sûr qu'en fait, sous couvert d'IA générative, on leur en promet monts et merveilles, mais quand on regarde les use cases, c'est toujours pareil. Vous avez un gros corpus de données et on va essayer d'extraire du sens, on va essayer d'extraire des tendances, on va faire de la prédiction. Et ça, en fait, il n'y a rien de neuf. En fait, c'est ce qu'on leur vend depuis déjà assez longtemps.
Et là-dessus, ils se rendent assez rapidement compte que technologiquement, il n'y a pas eu de progrès. Mais le problème, c'est que pourquoi utiliser l'IA pour générer du contenu? Alors, on a des cas où c'est assez clair, le code, mais pour beaucoup d'entreprises, c'est extrêmement compliqué d'imaginer ce qu'on pourrait faire avec de la génération de contenu. Alors, on pense tout de suite au chatbot, mais c'est pareil, le chatbot marche mal parce qu'il y a quand même un côté discriminatif, il faut comprendre ce que les gens disent. Mais du coup, le réflexe des entreprises qui a été de dire, en fait, on bloque tout, les empêche en fait d'imaginer à quoi ça peut vraiment servir. Parce qu'il est clair que, comme dans toute révolution technologique, 90% des use cases qu'on a à l'heure actuelle et qu'on vend aux entreprises sont juste pas les bons. Donc, il faut ouvrir l'utilisation de manière à pouvoir imaginer ce qui va se passer. Très bien. Donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, à votre avis, messieurs, quelles nouvelles compétences acquérir pour demain et comment les talents devront s'adapter? On peut peut-être commencer par professeur André-Louis. Oui, c'est un vrai enjeu qu'on voit, que ce soit au niveau des organisations ou même des écoles maintenant. Tout le monde se pose la question de comment est-ce qu'on va un petit peu permettre aux étudiants, par exemple, de pouvoir utiliser ces outils, de pouvoir monter en compétences dessus. Parce que la vérité, c'est qu'ils le font tous déjà. Moi, je le vois dans les copies que je corrige, je sais tout de suite quand une copie m'a été rendue et a été faite par un GPT 3.5, c'est cramé tout de suite. Et donc, l'idée, c'est il y a ces utilisations qui sont là, donc c'est un fait. Et c'est comment est-ce qu'on va les prendre et comment est-ce qu'on va les former. Il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est par exemple pour la communauté de Malteurs, c'est comment est-ce qu'on peut en fait apprendre sur le terrain. Parce que c'est vrai qu'il existe tout un tas de formations, de certifications sur différents outils. Mais je pense vraiment que l'un des meilleurs moyens pour vous de monter en compétences et de montrer ce que vous savez faire aujourd'hui, c'est en contribuant à des projets open source sur Linux, en publiant vos modèles, en publiant des datasets. Même aujourd'hui, même si vous ne savez ni créer des modèles, ni créer des datasets, vous avez la possibilité de créer des chatbots personnalisés qui sont directement connectés à un Mixtral ou un Mistral. Et tout ça, c'est un petit peu comme votre nouveau GitHub en quelque sorte. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment rajouter à votre profil et en fait, montrer et prouver ce que vous avez fait. Parce que vous avez eu 500 000 téléchargements sur les différents cas d'usage. Donc tout ça, c'est des choses assez importantes et qui se mettent en place actuellement. On le voit dans les programmes de formation. Pour l'année prochaine, on verra plus de modules d'IA générative et c'est une tendance qui va vraiment continuer et s'affirmer et qui est vraiment en cours de développement. Merci. Thierry, vous avez un... Ok. Bon, j'espère que je n'ai pas le même problème, mais je n'ai pas l'impression. C'est une très bonne question. Alors, du coup, je connais assez mal le cadre en fait, des développeurs ou des freelancers qui sont chez Malte, donc je vais plutôt répondre à cette question de manière un peu plus générale. C'est clair que pour des profils un peu plus génériques, on peut anticiper... c'est quand même extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas de choses qui étaient relativement assez compliquées à faire de type génération de code, qui, comme Yann l'a dit, vont devenir beaucoup plus faciles. Donc il va y avoir beaucoup d'activités de création qui vont devenir beaucoup plus faciles, mais avec un risque en fait. Et ce risque, c'est qu'on a des algorithmes qui sont des algorithmes probabilistes, comme vous en avez sans doute entendu parler. On ne parle pas c'est pas un hasard si on parle de perroquets stochastiques. Donc on a des algorithmes qui, par nature, c'est pas un bug, qui hallucinent. Et donc ces hallucinations qui ne vont pas être réglées, c'est pas grave tant qu'on est capable de comprendre en fait à la fois son sujet et ce qui se passe derrière. Et donc il y a un vrai paradoxe en termes de compétences qui est que en fait, par paresse, c'est relativement logique, on peut avoir tendance à pas s'informer sur tout un tas de choses, de pas apprendre tout un tas de choses parce que c'est tellement facile d'ouvrir un algo d'IA générative et d'avoir la réponse sur tout ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que en fait, cette IA générative n'a pas de compréhension symbolique. Il n'y a pas de
d'objets, il n'y a pas de connaissances au sens propre du terme, c'est uniquement des stats. Et donc, c'est là où ça va devenir très compliqué, c'est-à-dire qu'en théorie, il ne faudrait utiliser l'IA générative que sur des sujets qu'on comprend et sur lesquels on est relativement expert. Donc, le fait qu'un développeur utilise l'IA générative pour coder, ce n'est pas un problème en soi, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui sait coder. Le fait que j'utilise l'IA générative pour coder, ça, c'est une extrêmement mauvaise idée. Donc, du coup, ça va être un vrai challenge parce qu'en fait, dans la manière dont on acquiert des compétences, il va falloir quelque part se challenger de manière assez constante pour pas céder à la paresse, parce que c'est pareil, si on a un expert et qu'on utilise beaucoup l'IA générative, même si on a un bon développeur, à force de plus développer, du coup, on perd des compétences. Hein. Donc, c'est un peu comme, je sais pas combien d'entre vous, en fait, font un cours le matin ou soir. Il y en a, j'imagine. Alors, petite nouvelle, en fait, vous n'avez plus besoin de courir parce qu'il n'y a plus de bêtes féroces qui vous courent après et vous n'avez pas besoin de courir après des proies. Hein. Mais vous courez quand même parce qu'en fait, votre corps, pour être en bonne santé, a besoin d'exercice physique. Bah, c'est pareil avec nos talents. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a tout un tas de méta-compétences qu'il va falloir qu'on développe pour se mettre dans une situation où on va se challenger, se forcer à apprendre et pas céder à la situation de facilité qui va être de dire, bah, en fait, que je connaisse quelque chose ou pas sur le sujet, j'ai qu'à utiliser un algorithme d'IA génératif. Pardon. Ça va être un sacré challenge. Très bien. Donc vous nous expliquiez tout à l'heure, André, qu'on peut coder plus facilement. Bon, Thierry est un peu plus dubitatif. Yann, alors dites-nous, demain, est-ce qu'on sera tous citizen développeurs AI? Et si oui, est-ce qu'on sera tous responsables de nos productions? Alors, c'est une bonne question, parce que je ne voulais pas dire que les précédentes n'étaient pas bonnes, mais en fait, nous, on voit un premier point d'inflexion important vis-à-vis du low-code, no-code. Donc, avant même la Gen AI, hein, le vrai changement significatif de ces dernières années, c'est le low-code, no-code, que les DSI ont regardé un peu de haut, parce que cette promesse de la génération de code, ça fait, pour ceux qui ont 20 ans de carrière, ça fait 20 ans qu'on l'entend, ceux qui ont 30 ans de carrière, ça fait 30 ans qu'on l'entend. Donc, ce n'était pas si évident que cette fois-ci, ça allait être la bonne. Et donc, le low-code, no-code, globalement, c'est là la naissance des citizen dev. Hein, donc, les citizen dev, c'est les collaborateurs qui ne font pas partie de la DSI, qui n'ont pas de formation de développement propre, mais qui savent dès aujourd'hui développer des petites applications, je dis petites du tout pas de manière péjorative, mais surtout, non pas seulement pour eux, mais les partager avec leurs collègues. Et, alors, pas encore aujourd'hui, mais dans un futur relativement proche, ces plateformes de low-code, no-code qui sont déjà très faciles d'usage aujourd'hui vont l'être encore plus avec l'intelligence artificielle, qu'elle soit discriminative ou générative. Alors, ça fait évidemment gagner en agilité. Pour les gens qui ont fait des projets informatiques, le meilleur moyen d'être agile, c'est que ce soit celui qui a besoin qui développe lui-même. Donc ça, il n'y a pas de doute. Par contre, ça lève en fait 3 problèmes. Le problème, c'est la rationalisation. C'est-à-dire que chacun peut faire sa petite appli, mais au bout d'un moment, ça fait un ensemble de petites applis qui se recoupent, qui peuvent être incohérentes entre elles, avec des nouveaux besoins de réconciliation. Donc en fait, on se crée de la dette et du job. Hein. Je ne sais plus, j'avais lu quelque chose, je ne sais plus qui disait ça, mais en fait, le code de code et puis l'IAGEN, hein, c'est une nouvelle carte de crédit qui nous permet facilement de générer du code et donc de générer de la nouvelle dette. Hein. Donc on génère de la nouvelle dette beaucoup plus facilement. D'ailleurs, les premières études, notamment sur GitLab, le montrent. La proportion de code copié-collé augmente drastiquement sur l'année dernière. La responsabilisation, donc ça c'est l'autre problématique. Le problème, c'est pas tant de développer l'application après, hein, c'est d'en assurer la maintenance, qui est responsable de sa bonne exécution, de la production et aussi de la dépendance avec le reste du SI. Notamment la problématique de la réentrance. Hein. Vous êtes, je ne sais pas moi, analyse de risque. Vous avez fait votre algo en utilisant du low-code, no-code, en utilisant un algorithme, mais ces données-là, elles vont rentrer dans le SI, on va dire traditionnel. Et enfin, la pérennisation. Encore une fois, le problème, ce n'est pas tant de développer l'algo, c'est qui est responsable de l'algo quand le collaborateur est passé à autre chose, a changé d'équipe. Les équipes traditionnelles IT ont l'habitude de gérer ça, déjà parce qu'elles ont des tailles plus importantes, donc elles savent gérer les backups, et ça fait partie de leur ADN, parce que c'est leur job. Une équipe métier, ce n'est pas son job, à l'origine en tout cas, de gérer des nouveaux services. Donc il y a une extension, on va dire, de l'offre de services de ces équipes métiers. Donc ça, c'est la problématique aujourd'hui du citizen dev et encore plus du citizen
on va dire, dev augmenté par les AI d'ici quelques temps. Merci. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, André-Louis, de ton propre expérience? Oui, enfin, effectivement, retour d'expérience, c'est que enfin, c'est ce que j'ai constaté aussi, hein, c'était vraiment de voir des personnes, par exemple, des personnes au marketing, hein, qui ne connaissaient absolument rien au code, qui ont construit leur propre front juste en demandant au GPT de générer des briques de code, et c'est plus devenu en fait ils ont appris à imbriquer les lignes de code qu'ils donnaient. Donc ça, on voit quand même qu'il y a des tendances en fait à la facilitation du citizen AI qui vraiment qui arrive et qui se développe. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas égal face à ces outils. Et donc ça prendra du temps, je pense, même si les premiers prémices sont intéressants. Je pense que ça prendra du temps avant que ce soit massivement répandu dans les organisations. Mais les premiers signaux sont très encourageants en tout cas. Thierry, alors comment les organisations se préparent aux métiers tech, des futurs métiers et de demain, et quel avenir pour la DSI? Quel est votre point de vue sur ce point? Quel avenir sur les DSI? Waouh. Première question déjà, comment les organisations se préparent à ces mouvements? Je pense qu'en fait, elles se préparent assez mal. Hein. C'est-à-dire que, en fait, quand on a une... c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand une nouvelle technologie apparaît, les entreprises l'essayent, elles font plein de POC avec des cas d'usage qu'on pousse, qui sont essentiellement ce que les entreprises font déjà, mais en mieux ou en moins cher. Et du coup, en fait, elles font des POC. Alors, elles font des POC de Gen AI, elles font des POC de blockchain, elles font des POC d'impression 3D, etc., etc. Elles ont fait des POC de web, et puis finalement, elles se rendent compte que, quand même, ça marche pas si bien que ça. Donc, en général, elles ont tendance à penser que la fameuse rupture qui était annoncée va pas avoir lieu. Elles mettent les choses de côté, et puis là, c'est là où quelque chose se passe et qui vient pas de chez eux, en fait. Et là, je pense que c'est la même chose, et ça rejoint effectivement ce qui avait été évoqué précédemment sur tout ce qui est Citizen AI, c'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer en termes de rupture, c'est pas ce qui se passe dans les entreprises, mais ce qui se passe en dehors des entreprises. Et ça, on l'a déjà vu depuis 20 ans, tout d'abord dans les contenus, avec des individus qui ont produit illégalement de la musique et des films avec le piratage, mais qui ont produit des encyclopédies collaboratives, qui sont emparés des médias sociaux, qui ont mis tout un tas d'entreprises dans les domaines des médias, de la créativité à la porte, littéralement, parce que des personnes le faisaient eux-mêmes gratuitement. Ensuite, ça s'est étendu aux services. Enfin, la sharing economy, Airbnb, tout ça, il y a rien de neuf, c'est de la loc. Hein. La Black Art, c'est de la loc. En revanche, ce qui est neuf, c'est que c'était des individus et pas des entreprises qui offrent ces services. Et ça, évidemment, ça a ubérisé, disrupté tout un tas d'entreprises. Et ensuite, on le voit arriver au niveau des objets, avec Vinted, avec tout un tas de choses comme le dropshipping. Et donc, ça, typiquement, quand les entreprises voient arriver l'IA générative, c'est toujours la question de se dire comment je me tiens prêt pour pouvoir faire quelque chose de ce truc-là. Sachant que par définition, elles ont un désavantage, c'est qu'elles ne vont essayer que des trucs qui ont du sens, alors que les individus, quand ils s'emparent de ces technologies, ils essayent des trucs qui sont complètement débiles. Aucune entreprise n'aurait pu penser de faire un truc comme une encyclopédie collaborative. Enfin, une encyclopédie collaborative, c'est quasiment un oxymore, en fait. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc, ce que les entreprises sont en train de faire, c'est de prendre ces nouvelles technologies, les garder bien plutôt du côté des DSI, enfin, en tout cas des sachants, en faisant très attention justement aux gens du côté du marketing qui pourraient l'utiliser. Hein. On a tout un tas d'entreprises qui sortent avec une liste massive de do's and don'ts qui réservent finalement l'utilisation de ces technologies seulement à certaines personnes, alors qu'en fait, le reste de la population, eux, ils sont en train d'essayer. Et avec l'IA open source, il n'y a quasiment aucune limite. Enfin, c'est pas que vous avez besoin de faire un modèle d'IA open source pour l'utiliser. Hein. Vous pouvez utiliser Stable Diffusion aussi facilement que vous utilisez DALL-E. Il n'y a absolument aucune barrière. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle les entreprises se préparent assez mal. C'est qu'en fait, elles ont une vision de la rupture qui est très centrée sur ce qu'elles auraient fait, plutôt que de se poser la question et de travailler justement avec beaucoup de citoyens pour imaginer ce qu'on va faire de ces technologies et qui sont des cas d'usage que personne n'imagine encore à l'heure actuelle. Okay.
Yann, sur la partie rénovation de en parlant d'entreprises qui s'y prennent mal. Mais je pense que tu sous-estimes aussi notre capacité à faire des choses débiles. Donc, alors, moi, je donne un peu le point de vue de la DSI parce que, évidemment, c'est là que je suis. Et en effet, Thierry l'a très bien dit. Alors, déjà, en effet, ce n'est pas la première transformation qui potentiellement peut tomber à plat. Celle qui ressemble le plus à la vague le code no code et GenAI, c'est les RPA, donc les RPA qui devaient changer le monde il y a 4-5 ans. Bon, ça a nourri beaucoup de cabinets de conseil, c'est toujours ça de prix, mais il n'a pas resté grand-chose. Donc, en effet, il y a vraiment cette complexité-là. Et évidemment, pour nous, le code no code et la capacité des systèmes de développement, c'est en premier lieu du shadow IT, c'est un risque. D'accord ? Et évidemment, ça nécessite fortement de se réinventer. Alors, moi, ce que je vois, et ce qui est encore assez émergent chez nos adhérents, mais qui est plutôt au niveau de la réflexion, qui n'est pas encore en place, c'est que le DSI se dit mon rôle, ça va quand même être d'assumer la responsabilité du système d'information global et en incluant ce qui, issu du low-code, no-code ou de la GenAI, a besoin d'être géré de manière plus ou moins industrielle. Ce que je veux dire, c'est que les DSI, ils ont évolué sur leur scope. Ils ont l'habitude de gérer les applications qu'ils ont développées eux-mêmes. Ils avaient déjà l'habitude de gérer des progiciels qu'ils avaient achetés et installés, et parfois customisés. Ça fait déjà de nombreuses années qu'ils ont l'habitude d'intégrer du SaaS, par exemple. Donc, c'est encore une autre mode de fonctionnement. Finalement, là, on leur demande parfois, et pas systématiquement, d'intégrer des mini-apps qui ont été développés par des utilisateurs, mais qui finalement font partie du système d'information, notamment quand il y a des problématiques de réentrance. Parce qu'évidemment, il y a plein de choses de low-code, no-code qui n'ont pas besoin d'être gérées de manière holistique. Mais par contre, je donnais l'exemple tout à l'heure de quelqu'un, par exemple, dans une direction des risques, qui va faire un algorithme dont les résultats doivent réintégrer la chaîne industrielle. Ils doivent le gérer, ils doivent savoir que ça existe. Et donc, il doit considérer que ça fait partie de sa responsabilité. Il a besoin de quoi? Alors, il y a quand même besoin de mettre des normes, parce que de toute façon, on est des ingénieurs, donc sans normes, on ne saura pas faire autrement. Je ne dis pas que c'est la bonne manière, mais c'est notre manière de faire. Donc, il faut normaliser l'outillage, il faut simplifier, il faut encadrer en minimum le low-code, no-code. Donc, il y a quand même, on va faire des do et des don'ts, ça c'est sûr. On va surtout assurer un inventaire de ces outils. C'est-à-dire, si ça mérite, si ça a un impact globalement sur le SI, sur des choses critiques, il faut qu'on l'inventorie. Il faut que, encore une fois, si ça devient un élément critique de notre chaîne, il faut que ceux qui en ont la responsabilité, donc qui ne sont peut-être pas obligatoirement la DSI, aient des normes de type IT Risk Management, des choses comme ça, c'est-à-dire que finalement, c'est un impact chez eux. Il faut qu'on accepte que ces applications restent en dehors de notre responsabilité, tout en offrant potentiellement la possibilité qu'elles réintègrent en fonction de la criticité, notamment pour en assurer la pérennité. Et réintégrer, ça ne veut pas juste dire tout jeter et recommencer. Parce qu'on a l'habitude que les utilisateurs développent un truc en 4 jours, et puis on va le reprendre, on va l'industrialiser en 2 ans. Alors on a de bonnes raisons pour dire qu'il y a une différence entre 4 jours et 2 ans, mais ça, c'est pas acceptable de la part d'un utilisateur. Et enfin, une fois qu'on considère que ça fait partie des éléments critiques de notre système d'information, il faut absolument qu'on inclue une démarche de rationalisation, industrialisation fréquente pour pouvoir gérer ce patrimoine-là, c'est-à-dire laisser l'agilité, laisser le fait que ça pop, mais de temps en temps, dire il faut que ça rentre dans un certain moule. Un exemple, alors qui n'est pas de GenAI, mais qui est assez à low-code, côté Société Générale, c'est un projet qui s'appelle Max. Et Max, c'était vraiment la problématique, l'exemple que je citais tout à l'heure, de responsables de risque, qui alors ne sont pas des développeurs au sens propre, mais qui ont des fortes compétences techniques, ils savent développer en Python, ils ont des compétences techniques. Comment maîtriser ce qu'ils faisaient et leur laisser l'autonomie. Donc on a fait des plateformes, on a globalement encadré leur manière de fonctionner. C'était dans un cadre notamment où toutes ces choses-là étaient faites en VBA, des tonnes de VBA qui s'entassaient, dont on perdait la maîtrise. Et on a fait un grand projet, et en fait c'était un choix des DSI d'accueillir ce nouveau, on va dire, code qui n'était pas géré par la DSI, de le maîtriser d'une certaine manière, d'imposer quelques règles, mais d'accepter que ça fasse partie de notre SI. Et c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné, qui a permis de faire des économies significatives dans le cadre du décommissionnement de ces macros, et qui nous a permis surtout de maîtriser le risque opérationnel, ce qui est bénéfique et quelque chose qui se comprend très bien du côté IT et du côté métier. Donc voilà un petit peu ces exemples. Merci Yann.
Thierry, quand on avait préparé cette table ronde, vous m'aviez évoqué voilà, l'IA générative facilite la production de contenu, de services, d'objets, avec la limite d'une monétisation auto-renforcée. Peut-être vous pourrez expliquer un petit peu ce concept. Comment les entreprises et surtout les individus demain pourront-ils continuer à innover et à développer de véritables nouveautés? Oui, alors effectivement, ça rejoint ce phénomène de prosumérisation que je présentais précédemment, c'est-à-dire le fait qu'au fur et à mesure, les technologies numériques ont permis à tout un chacun, au commun des mortels, d'avoir accès à des technologies qui leur permettaient de faire la même chose que les entreprises, à la fois au niveau des contenus, puis des services, puis au niveau des objets. Et en fait, ces algorithmes d'IA générative, finalement, donnent accès à des individus, à des moyens de création assez impressionnants en réduisant des barrières à l'entrée au niveau du code, au niveau de la génération de musique, au niveau de la génération de scénarios, au niveau de la génération, par exemple, de brevets. Donc, j'étais avec le département propriété industrielle d'un grand groupe multinational français, et c'est vrai qu'ils avaient, pour eux l'IA générative, ça va les aider à trier leurs brevets et trouver les brevets des concurrents. Donc, quand je leur expliquais que ça va aider à tout un chacun à écrire des brevets, là, c'est sûr que forcément, ça a donné une autre perspective. Donc, on sait très bien, on l'a vu, dès que les technologies, par exemple les technologies de type médias social ou Web 2 sont arrivées, on a vu une explosion des contenus. Donc, on sait très bien qu'on va voir ici une explosion des contenus, notamment, et on le voit déjà, on va voir une explosion des contenus fake. Donc, c'est vrai que les entreprises et les individus doivent se préparer dans une situation où on va avoir du contenu qui est déjà énormément de contenu. Ça, c'est absolument clair. Alors, si c'est du contenu créé par l'IA générative, une fois qu'on a compris que c'était des stats et des probas, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas avoir un éclair de génie avec de l'IA générative. C'est juste pas possible. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas avoir Dyson avec de l'IA générative. La probabilité conjointe d'un aspirateur et d'une centrifugeuse pour trier la poussière, avant Dyson, c'est 0. Donc, en fait, quand vous utilisez de l'IA générative pour innover, pour créer, ce que vous avez, c'est une bonne moyenne. Donc, vous allez avoir énormément de contenu qui va être créé, qui va être profondément moyen. Voilà, beaucoup, mais profondément moyen, en probabilité en tout cas. Et donc, le challenge, et en termes de talent, ça va être, comment est-ce qu'on arrive à trier ce qui se passe dans ce bruit, parce que du coup, on va avoir énormément de possibilités de code, énormément de possibilités de musique, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on trie, et comment est-ce qu'on arrive à créer un talent pour qu'on puisse vraiment innover dans ce monde-là. Enfin, moi, je suis absolument atterré, travaillant avec des départements R&D, de voir le nombre de personnes qui m'expliquent que leur big boss a eu un coup de fil d'une big tech qui lui expliquait qu'on pouvait économiser 40% de la masse salariale en R&D en utilisant de l'IA générative, par exemple pour découvrir des molécules en pharmacie. Moi, j'avoue qu'effectivement, ça m'inquiète beaucoup. Donc, on sait très bien qu'il va falloir on peut s'attendre à une quantité massive de choses produites, notamment en termes d'information. Et la vraie difficulté, ça va être comment est-ce qu'on développe les talents de filtrer tout ça, de trier dans tout ça. Ça va être très, très compliqué. Et également, comment est-ce qu'on reste innovateur, comment est-ce qu'on arrive à encore créer des nouvelles choses dans un monde où, de toute façon, ça sera tellement facile d'appuyer sur un bouton pour créer quelque chose. Et comment est-ce qu'on devient visible dans un monde qui est extrêmement bruité avec énormément de choses. Comment vous savez qu'effectivement, mettre une centrifugeuse dans un aspirateur, c'est le bon truc à faire? On est arrivé au bout, donc merci messieurs, on peut vous applaudir. Alors j'ai une première question, mais de moi. Est-ce que vous avez parlé Yann au début de la frilosité des entreprises, notamment sur ChatGPT. Je me demandais comment ça se passait du coup à la Société Générale. Est-ce que vous avez du coup bloqué ChatGPT et est-ce que vous avez d'autres solutions? Oui, alors ChatGPT clairement est bloqué pour l'usage direct. Et puis, donc, beaucoup de banques, il y a quand même déjà beaucoup d'autres blocages. Donc, les gens ont du mal quand même à le contourner, en tout cas avec de l'information professionnelle. Ce qui n'est pas le cas d'autres groupes qui peuvent bloquer ChatGPT, mais qui ont laissé plein d'autres backdoors. Ensuite, aujourd'hui, on travaille dans un mode plutôt MVP, donc soit avec du Mistral, soit avec du GPT, de l'OpenAI. Voilà, mais encore une fois, aujourd'hui, et comme beaucoup d'autres entreprises, ça va être en mode MVP et la plupart du temps
pour un utilisateur final qui va être un collaborateur de l'entreprise, même pour des besoins clients. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, notamment avec le risque d'hallucination, on reste sur ce filtre. Par exemple, des exemples qui commencent, alors pas obligatoirement à la Société Générale, mais dans d'autres banques, c'est du conseil, de la synthèse par exemple, d'un compte rendu de gestion à destination du conseiller pour qu'il puisse en parler au client, mais pas envoyer le compte rendu automatiquement généré au client aujourd'hui. Mais vous avez présenté lors d'un événement à Lima le SOC GPT. Est-ce que vous pouvez en parler? Exactement. SOC GPT, hein, c'est un premier élément sur de la recherche avancée à destination des collaborateurs sur un corpus relativement large et très hétérogène. Donc en fait, on a deux initiatives, plutôt une initiative corpus homogène et très normalisé. Donc là, c'est de la recherche très avancée, ou corpus très large. Donc le SOC GPT, c'est plutôt ça. On est aussi en mode MVP, quelques centaines d'utilisateurs aujourd'hui, avec de très bons résultats. Et maintenant, on se pose la question de la généralisation. Y a-t-il des questions? Par ici. Ah, j'avais pas vu. Est-ce que vous pouvez parler bien près du micro? Bonjour, c'est assez près. Jean Barbier, je suis grosse marketeur. Je m'intéresse à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des opérations de revenus ambitieuses. Quelles sont, selon vous, les plus grosses opportunités de métier et d'utilisation de l'IA dans le marketing? Voilà. Alors, clairement, non, Marche pas. Je crois que c'est bon. Si, c'est bon là. C'est bon? Okay. Je pense que clairement un des plus gros use cases là qu'on voit, c'est l'automatisation de la génération, par exemple, d'articles optimisés pour le SEO. Ça, c'est un très très gros use case qu'on voit maintenant et ça marche très très bien. Typiquement, si vous avez l'offre ChatGPT+, ChatGPT Team, vous pouvez vous créer votre propre ChatGPT, plugger à Bing, voire limite, si vous voulez, vous pouvez même le connecter via API pour qu'ensuite il publie directement. Et avec les bonnes règles dans le prompt, en fait, vous arrivez à un article qui sera optimisé au-dessus de 95 sur 100 au premier jet, en fait, SEO. Donc ça c'est je pense, s'il y a un use case où commencer et qui marche, qui fait ses preuves, c'est vraiment celui-là. Après, il y en a plein d'autres. Clairement, il y en a vraiment plein d'autres. Mais je pense que il y a déjà, on le voit un peu moins en France, mais aux États-Unis, il y a tout un tas de boîtes qui commencent à se créer, à vous proposer de générer 1000, 2000, 3000 articles ultra optimisés SEO sur le contenu que vous voulez contre 30 €, voilà, $30. En fait, ils utilisent juste l'API derrière, ils ont des règles de gestion. Alors le problème, c'est que la qualité de ces articles est clairement pas dingue. Donc vous apprenez rien en fait aux lecteurs en lisant. Ils sont certes ultra optimisés, certes ils ont le bon pourcentage de voix actives, certes ils ont voilà, le bon nombre de mots dedans, mais toute la technique, ça va être si vous utilisez ces outils-là pour pouvoir proposer ces articles, c'est comment vous allez pouvoir donner du sens, les rendre intéressants aussi dedans. Et c'est là en fait où vous allez vous démarquer clairement par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Merci. C'est une règle de base, hein. Plus on numérise et plus l'humain a de la valeur. Donc là, ce que je disais, c'est au niveau de l'explosion du contenu, c'est un exemple qui est assez clair. Et donc, on sait très bien, effectivement, qu'il y a, pour le coup, dans beaucoup d'entreprises, là où l'IA générative est déjà utilisée, c'est dans les divisions, effectivement, marketing, surtout ce qui est média social, sans se rendre compte que, du coup, en fait, on pousse un message qui est le message moyen que tout le monde pousse et que tous les concurrents poussent et que c'est absolument non différenciant. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai risque. C'est au contraire, il faut revenir limite à... Alors, vous êtes plutôt jeune, mais à la génération culture pub, quoi. Donc, on avait vraiment des messages marketing extrêmement différenciants et un vrai art dans le marketing, alors que quelque part, on va vers la solution de facilité, on fait tout un tas de choses automatiques, on vire une bonne partie de l'équipe marketing. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'argent à faire. Alors, il y a beaucoup d'argent à faire au court terme en vendant ça à des boîtes qui vont dire « Ok, j'économise 40% de ma salariale, donc je vous donne 5%. » Mais disons, sur un terme plutôt moyen, en termes de là où va le marketing, c'est clair qu'à terme, on va se rendre compte que c'est plus les humains qui ont des choses à faire que des algorithmes.
peut dire que ça valorise du coup les humains, l'apparition de l'IA, et qu'au final on va pouvoir se différencier parce qu'on n'utilise pas l'IA. C'est ça, exactement, oui. Voilà. Alors le problème, c'est qu'on met du temps avant de s'en rendre compte, mais c'est l'idée, oui. Ouais, ok. J'utilise pas du tout l'IA. Il y a une autre question. Sinon, on ouvre le buffet, mais... Et ben, je pense qu'on est bon, alors merci beaucoup. Merci à vous. Merci Julie. Je crois qu'on m'entend, si, c'est bon. Merci à tous nos intervenants, merci à Lima, c'était passionnant. Je pense que c'est compliqué en 1 heure de condenser autant d'informations en faisant le grand écart entre ce qui se passe en ce moment et ce qui se passera dans 3-4 ans. J'avais 2 petits points complémentaires à vous partager par rapport à l'une des questions qui était comment est-ce qu'on restituera ces éléments-là. Effectivement, on va produire des contenus autour de ces éléments-là. On a aussi l'habitude de venir restituer cette analyse auprès d'un certain nombre de nos clients ou des personnes intéressées. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont déjà en contact avec Malte, de vous rapprocher de nous et on viendra avec plaisir vous les restituer ou alors vous accueillir ici. Ça marche aussi, tout en pouvant cibler, si besoin, un certain nombre d'éléments. Et la deuxième chose, je voulais aussi profiter de cette large assemblée pour vous inviter à notre prochaine session qui a lieu le 27 décembre, toujours au même endroit. 27 février, tout à fait. 27 février. Sur le thème Data et IA, mais en ciblant la question du parcours client. Comment est-ce que les talents viennent augmenter le parcours client, le renforcer, et donc avec une connotation plus orientée autour de la relation client. On serait évidemment ravis de vous avoir. Voilà, merci encore à tous et je vous invite à rejoindre le buffet.